Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au troisième album de, je vais essayer de ne pas me planter, La Haute République, Les Aventures, phase 3, et là c'est le tome 3 sur 5. Donc voilà, hein, je pense que je me suis pas trompé. Donc, ceux qui nous écoutent en vidéo ont reconnu notre fidèle collaborateur en comics, John Sparrow, en direct de Vancouver, aujourd'hui sous-titré Le Wedding Planner. Oh, que ça annonce bien pour cette émission. Ça va bien, là? Salut Francis, ça va super. Toujours pareil, toujours très très content de parler comics avec toi ce soir. Excellent. Et vous aurez aussi reconnu un de nos collaborateurs qui, jusqu'à maintenant, était une ressource externe à contrat. Et vous le savez, hein, dans la fonction publique, les ressources externes, ça coûte cher. Donc là, on s'est dit, pour sauver de l'argent, on va l'engager complètement. Donc, Philippe, notre nouveau membre vraiment là, officiel, donc on te souhaite la bienvenue. Ça va bien, Philippe? Ça va très bien, merci. Et ravi de parler littérature comics avec vous également. Ouais, c'est ça qu'on a appris aussi que tu étais aussi un lecteur comics, là, donc pas juste roman. Eh oui, j'adore ça aussi depuis très longtemps. Et j'ai repris le goût des comics Star Wars avec vous quand j'ai découvert Star Wars en direct. Et on ne peut pas dévoiler de scoop ce soir, mais j'ai cru comprendre qu'on allait aussi pouvoir te découvrir sur d'autres sujets que la littérature Star Wars très bientôt, là, dans d'autres émissions de Star Wars en direct. Donc, en fait, Ouais, je me demande même, selon lesquelles sont en direct ou préenregistrées, ça se peut même qu'il y en ait une déjà sortie avant celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Oula. OK. Donc, comme d'habitude, on va saluer nos amis de Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à joindre le groupe, à venir discuter avec nous, que vous soyez du Québec ou non, et que ce soit votre dada soit le canon, les légendes, les beaux livres, les mangas, les comics, etc., etc., etc. Il y en a pour tous les goûts. Un petit WhatsApp Star Wars rapide. Tiens, commençons par le bleu, la nouvelle recrue. Philippe? Alors, je vais faire le mauvais élève parce que mon WhatsApp Star Wars va être très rapide. En ce moment, je ne lis pas de Star Wars, c'est pas bien. J'attends les romans qui doivent sortir prochainement et j'avoue que j'ai fait une petite pause. J'ai repris avec les comics là, pour critiquer avec vous, mais sinon, voilà. J'en suis là. Oui, effectivement, hein, on le mentionnera peut-être en fin d'émission, mais dans un sens, on a 2 sorties en 2 semaines très bientôt, là, pour ceux que c'est à l'audiobook là, qui prennent leur roman. Donc, voilà, on va avoir un automne chargé, disons. Jean, de ton côté? Ah ben, vite fait, pareil, pas grand-chose, on se tient à jour au niveau littérature. Techniquement, on s'est pas mal aussi donné là, ces dernières semaines pour les émissions Lego Star Wars en direct, et puis le dernier roman Ronin là, qui est sorti en critique. Mais non, sinon, plus en famille, on a regardé Rogue One, tu sais, dans la continuité de la saison 2 de Andor qu'on s'est fait en retard. On s'est dit, on s'était pas regardé Rogue One pendant notre marathon avec la famille, donc on s'est refait Rogue One, et c'est quand même un super film. Il n'y a pas à dire, là, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, et ça reste quand même un super film, et ma petite a beaucoup aimé, malgré le fait qu'elle connaissait personne, les nouveaux personnages, tout ça. Elle a beaucoup aimé les clins d'œil, les petites références comme ça. Enfin, c'était vraiment sympa, quoi. R2D2, C3PO, pas que, quoi. Elle a adoré K2SO. C'est son personnage préféré. K2SO et Jean aussi, elle a beaucoup accroché à Jean. Donc, ouais, non, c'était vraiment un super revisionnage, quoi. Donc, ça reste un très très bon film. Oui, tout à fait d'accord. Mon préféré. Et oui. De mon côté, on va être dans un WhatsApp Star Wars très thématique avec le sujet de ce soir, parce que, dans le fond, j'ai fait un peu de rattrapage de la collection littéraire en français. Donc, justement, au niveau de la phase 3 de la Haute République, donc les romans sortis jusqu'à maintenant de la phase 3. Et sinon, même chose côté BD, d'ailleurs des albums que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Tu sais, quand c'est pas les séries principales, Vador, Star Wars, tout ça, c'est un peu plus difficile de les avoir. Donc, c'était 2 albums qu'on a critiqués plus au printemps. Je crois que Sabre à louer, c'était fin avril, peut-être le début mai, et les Échos de la peur, c'était quoi, fin juin peut-être, quelque chose comme ça. Donc, voilà, qui vient enrichir la collection. Et ce soir, on est là pour parler de la suite à cet album-ci qu'on avait aussi critiqué au printemps dernier, donc Les Aventures. Hein, donc, pour rappel, c'est quand même série un peu plus jeunesse, on va dire.
après, ben ça, c'est un éternel débat, là, dont ici, à Star Wars en direct, sur à quel point c'est du contenu jeunesse et non adulte. Mais bon, on verra aujourd'hui peut-être que les fidèles auditeurs savent que je déteste cette série-là. Donc, c'est vraiment là, améliorant. On va voir justement si aujourd'hui, ça relève le niveau. Si ça contre vents et marées, là, tout à coup, un changement drastique. Ou si, qui sait, est-ce qu'on pourrait battre le record d'écart dans les notes que Jean et notre ami Jean-François de Star Wars Littérature Québec ont établi, là, parce que pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission sur Ronin, Jean a donné la note parfaite de 20 sur 20. Ah, tu spoilais. Jean-François a donné un 2 sur 20. Donc, c'est un roman clivant, ouais. Un 10%. Et comme on dit souvent, la vérité est entre les deux. Et voilà, Juliane entre les deux. C'est possible. Mais bon, moi, j'ai soupçonné que hors champ de la caméra à Jean, il y avait sa femme japonaise qui regardait avec des gros yeux, là, puis qui disait, là, c'est un roman littéralement là, de culture japonaise, t'es mieux de donner une bonne note. Parce que en tout cas, vous m'avez donné envie de le lire. Non, c'est pas du tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un super roman. Il faut juste accrocher au délire. Enfin, écoutez l'émission, c'est 2 heures. C'est un peu plus long que d'habitude. Donc, moi, vous m'avez donné envie, hein, ne serait-ce que parce que vous étiez... on conseille à tout le monde de le lire. Et puis, on accroche ou pas. De toute façon, JF a expliqué ses raisons et c'est complètement compréhensible. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, petite transition superbe avec les émissions récentes. Philippe, Francis, bien joué. Oui, mais avant, je voudrais mentionner que les Québécois qui écoutent ton émission sur Ronin ne pourront pas s'empêcher, à chaque fois que tu dis Kourou, et en plus, après, tu dis souvent, quand tu expliques, c'est un personnage de l'histoire, et souvent tu dis Kourou qui fait quelque chose, donc tu sais qu'elle fait quelque chose. Ben, Kourouki, là, je suis désolé, là, mais les Québécois de ma génération entendent juste la Kouroukou, Kwikwi ou quelque chose comme ça. C'est une fausse bière, un sketch très, très, très connu au Québec. Donc, Kwikwi. Avec des gars complètement chauds, là, des vieux bonhommes là, qui sortent de la taverne. La Kuroko Kwikwi. En tout cas, bref. Tout le long de l'émission, j'ai pas arrêté de penser à ça. À cause de toi, Jean. Très bien. Si ça vous pouvait rappeler ça, c'est un plaisir. Ouais, je vais essayer de retrouver le clip, puis au pire de le faire jouer d'ici la fin de l'émission. OK. Bref, allez écouter ça. Sinon, les émissions récentes, qu'est-ce qu'on avait? Ben, alors, on vient de mentionner l'émission sur Ronin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Jean? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Lego, on parlait Lego aussi. On a fait notre critique de la saison 2 de la série Rebuild de Galaxy, reconstruire la galaxie Lego Star Wars. Donc en compagnie d'une partie de l'équipe française en plus, donc c'était cool. Ça faisait un petit peu écho à la première saison qui était chroniquée par l'équipe québécoise. Et puis niveau comics, le dernier comics chroniqué, c'était en compagnie de Loïc, la bataille de Jakku. Donc le dernier tome sorti en France chez Panini, le tome 3, la bataille de Jakku. Là, pareil, qui a fait débat. Oui. La fameuse bataille. Il y a eu un petit peu de la bataille de Jakku. Ouais. Avec un petit peu de la bataille de Jakku. La fin, un tout petit peu en arrière-plan, dans le fond. Là, l'ambiance, c'est la bataille de Jakku. C'est ça. Excellent. À ce moment-là, messieurs, est-ce qu'on est prêt à passer en hyperespace puis attaquer le sujet du jour? Sinon, des mini-actualités au retour de l'hyperespace, mais très rapidement. On vous rappelle, c'est vrai, j'oubliais avant de partir en hyperespace, les abonnements et compagnie, YouTube, les stats sont quand même, moi ça me surprend tout le temps, la quantité d'auditeurs qui ne sont pas abonnés. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça vous coûte de vous abonner? Là? Vous ne serez pas plus harcelé là, soudainement là, parce que vous l'avez dans vos abonnements YouTube. Fait que, les engueule pas. Faut leur parler gentiment, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il faut rentrer le rond dans le carré. Non, mais moi, c'est effectivement quand une chaîne, j'écoute quand même beaucoup de YouTube dans la vie. Et effectivement, si le moindrement j'aime le contenu, je vais m'abonner. Après, à savoir si les algorithmes fonctionnent, je sais que certains disent que quand tu es abonné, en fait, tu as moins de propositions de chaînes que tu es abonné, mais bon, ça, c'est un autre problème avec YouTube. Fait que abonnez-vous, les cloches, les partages, les pouces, venez nous donner vos avis sur ce dont on discute, venez réagir, venez dire que vous ne comprenez pas ce que Francis dit parce qu'il y a un accent bizarre, ou vice-versa, comment ça se fait que Francis est pogné pour enregistrer avec 2 maudits français, comme on dit ici. Donc voilà, on veut du débat
en commentaire. Et ce soir, messieurs, on va voir s'il y a du débat. Parce que comme je vous dis, c'est ça. Jean a toujours bien aimé cette série-là. Moi, je l'ai toujours détesté depuis le début, puis ça va juste en descendant. Fait que Philippe, on va voir si, un peu comme tu disais tantôt, si la vérité est entre les deux ou quoi. Là. Ou c'est toi qui vas trancher. Là. Donc, l'hyperespace, messieurs. Let's go. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour dans l'hyperespace. Donc, on a eu aujourd'hui même, là, bon, l'émission est préenregistrée, fait que ça ne sera plus une nouvelle fraîche quand vous allez nous écouter. Mais on a eu aujourd'hui même le calendrier Pocket des prochaines sorties. Donc, des bonnes nouvelles au travers de ça. Je parle pour 2026, parce que pour 2025, c'était déjà acté. Là, il y a le roman, comment ça s'appelle, le dernier ordre, là, qui va être traduit très, très rapidement en quelque chose comme 4 semaines là, entre la sortie VO et sortie VF. Là, c'est quand même ça, chapeau à Pocket. Mais c'est ça, on reprend la Haute République en 2026. Et ben, quand je dis une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir l'audiodrama, le script de l'audiodrama de la phase 3, Brise Tempête, là, qui ont traduit ça, là, le Tempest Breaker, sur l'Ournadi. Dans le fond, là où je dis c'est une agréable surprise, c'est que dans le fond, pour la phase 1, il avait complètement produit un audiodrama en français, avec toute une équipe d'acteurs du côté de chez Lizzie. Apparemment, le succès n'a peut-être pas été à la hauteur des coûts de production d'un projet comme ça. Donc, pour la phase 2, il n'y avait rien de prévu. Mais l'audiodrama, pour souvenir ceux qui n'auraient pas suivi, c'était assez capital dans la phase 2. Là. C'était la bataille de Jeddah. C'est quand même un gros morceau de la phase 2. Donc, finalement, avec les demandes de fans, tout ça, là, Pocket a produit pour la première fois, c'était la première fois en français, un script d'audiodrama, mais en version physique. Et ils remettent le coup pour la phase 3. Donc, vraiment une belle surprise, en espérant que dans le fond, ça se perpétue aussi quand il va y avoir d'autres audiodramas autres que la Haute République. Malheureusement, je crois que pour l'aspect collection physique, je pense pas qu'ils vont publier le script de la phase 1, là, donc qui s'appelait Tempest Runner. Je ne me souviens plus là, en français. Il n'y a pas eu la version papier. Non, il n'y a pas eu de version papier comme en anglais. Donc, je serais quand même surpris que Pocket le publie, quoi qu'ils ont déjà toute la traduction, vu qu'il existe en français, mais en version audio. Fait que, bref, voilà une belle surprise. Ça va être le 29 janvier. Fait qu'on va commencer l'année avec le script de Brise Tempête là, de Kevin Scott. Après ça, 12 mars, En pleine lumière, qui est le dernier jeune adulte là, de la phase 3, celui de Claudia Gray, donc le 12 mars. Et rapidement, le 30 avril, ça va être L'épreuve des Jedi, donc de Charles Soule, donc le roman final qui vient clore la Haute République. Fait que, ça va être quand même assez rapide. Relativement synchronisé aussi avec les albums Panini de la Haute République de la phase 3. Donc ça aussi, c'est quand même bien qu'il n'y ait pas un décalage d'1 an, mettons, là, qui viendrait tout spoiler les événements d'un côté ou de l'autre. Fait que voilà, des bonnes nouvelles. Et c'est ça, on va... moi, je suis content parce que ma crainte était qu'il étire ça pendant toute l'année 2026. Puis qu'on finisse en français à la Haute République juste à la fin de l'année. Donc là, fin avril, je trouve ça tout à fait raisonnable. Donc, aujourd'hui, je l'ai mentionné, on est là pour la suite de cet album-ci que j'avais détesté, que j'avais bien aimé. Donc, aujourd'hui, ça s'intitule Le titre, c'est Révolte derrière le rempart d'Orage. On se demande pourquoi tu es toujours là en train de me présenter ces albums, mais on sait que tu les aimes pas, donc bon. Jean, le prochain entre nous. Pour justifier un peu, là, ils ont baissé le prix, une petite affaire, tu vois, c'est 33$. Pour cet album-là, 33$, et il y a des taxes ici sur les œuvres littéraires. Taxes fédérales, là, pas au Québec. Mais bref, voilà. Encore une fois, on est sur un album assez court de 4 numéros. Quoique le Wedding, c'est spectaculaire à la fin, je suis pas sûr. Je pense qu'il fait peut-être plus de pages qu'un numéro normal. Pas plus loin, ouais. Une petite trentaine de pages. C'est un arc de 3 numéros. Et un espèce de one-shot spécial. Là. Je pense que c'était un annual ou... C'est pas un annual, mais c'était un spécial comme ça qui est un peu plus long et qui se passe chronologiquement après ces 3 numéros-là. Donc ça faisait sens de le mettre là dans l'album. Et c'était un petit one-shot. Ouais. Donc voilà. Comme d'habitude,
Ah oui, je vais peut-être donner les specs avant de vous demander vos avis. Tant qu'à ça, peut-être faire la lecture du synopsis. Là. Dans la zone d'occlusion, la planète Valo échappe à la domination des Nihil grâce à une ruse du padawan Gavi et de ses crânes rouges. Donc, je crois, Scarlet, quoi non, en anglais? C'était Scarlet Skull. Mais l'arrivée d'un effroyable commandant Nihil contraint Gavi à envoyer un signal de détresse. Donc, c'est encore une fois signé par Daniel Roseholder. C'est une des raisons là, pourquoi je déteste cette série-là. Et comme j'ai dit, on est sur les comics, il y en a numéro 11 à 13, plus, c'est ça, le mariage spectaculaire, là, qui est le one-shot en question, pour un 18 € de 104 pages, et la sortie est prévue le 22 octobre 2025 du côté de la France. Chronologie, c'est ça, on est moins 229, moins 228, là, c'est ça, ça bascule dans cette période-là. Au dessin, le principal, c'est Keio, C-A-I-O. Ce qui est intéressant, voilà, c'est son nom de famille. Keio, c'est son nom de famille? Non, ce qui est intéressant, c'est son nom de famille qui est l'autre, qui est Felipe. Donc Philippe, c'est rigolo. C'est ça. Je trouve ça, j'ai parmi nous. C'est pour ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y en a 7 autres. Donc voilà, vous savez l'opinion que j'ai quand il y a plus d'un dessinateur. Donc là, il y en a 8 au total. On va vous expliquer tout à l'heure. C'est un espèce de concept exprès. Et aux couleurs, même chose, on a Michael Atiyeh. Et là, il y a 3 autres coloristes qui s'y ajoutent. Aux couvertures, Hervé Tolibao. Et sinon, l'autre, c'est Chériel. Je ne connaissais pas. On regardera ses œuvres tout à l'heure. Donc voilà, pour ce 3e album de la série La Haute République, Les Aventures. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de votre lecture? Allons-y avec Jean. Ah, mon premier? Ok. Ok, écoute, déjà, Daniel Roseholder, ok, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il a fait quelques trucs sympas. On se rappelle de lui pour des trucs qui seront un peu liés à ce tome-là, comme les petits jeunesses, les Race to Crashpoint Tower et les Escape from Valo, là, la bibliothèque verte, qui étaient plutôt sympathiques, tu vois. C'était pas des chefs-d'œuvre, mais c'était très sympathique, et pour la cible, c'était des petits romans super cool, et qui sont, à ma grande surprise, parce que c'était pas vraiment le cas pour les tomes précédents, là, plutôt liés à l'histoire de ce tome-là. Donc ça, c'était très très cool déjà. Le dessinateur, donc c'est Caio Felipe, artiste brésilien, donc c'est un tout nouveau dans la galaxie Star Wars. Il signe ses premiers crédits Star Wars, et je t'avoue que même si Tolibao me manque, il est quand même aux 3 couvertures de la série principale, donc c'est quand même sympa. J'aime beaucoup son style, encore une fois. J'aime bien ce que Caio Felipe propose là. On le reverra lui par contre dans un Hyper Space Stories de Grievous, tu sais, les fameux Hyper Space Stories des personnages. Donc il sera de retour là. Et ouais, tu vois, je préfère à Tony Bruno, qui lui aussi était un petit peu le 2e dessinateur de cette série-là, qui avait un style aussi très particulier, qu'on reverra dans le spécial en fin de tome. Mais ouais, Caio Felipe, très très cool. Donc non, niveau dessin, j'étais content. Et niveau histoire, donc tout ce qui est lien, on met plus l'avant sur Ram Jamaran. Donc c'est un peu le retour de ce personnage-là dans cette série, parce qu'avant, c'était plus focus sur d'autres personnages un poil moins intéressants peut-être. Ram Jamaran, on l'aime bien quand même justement dans ces petits romans jeunesse-là. Donc très très cool que Holder le ramenait dans l'histoire et le lit à cette histoire-là, à l'histoire de. Je dirais que c'est Ram et Gavi, les deux personnages principaux de l'arc, là. Gavi étant un des nouveaux novices ou Padawan, je ne sais pas trop, là, de la phase 3 de la Haute République. Exactement. Pareil, c'était un des héros de ces romans jeunesse. Et le tome, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais on critiquait souvent le fait que Holder ne savait pas écrire du jeunesse, avec des tomes souvent trop bavards et trop complexes, et pas assez enfantin, pas assez jeunesse, quoi. Mais là, j'ai trouvé que le temps était beaucoup plus enfantin que d'habitude, et ça passe super bien pour cette série-là. Il y a moins de phylactères aussi, donc moins de trucs à lire. Pour les jeunes, c'est quand même pas mal d'action. Donc ouais, pour ça, je trouve que Holder a bien compris le concept du truc. Bon, ou du 3e tome quand même, tu vois, du 3e, et encore. 3e de la phase 3, c'est du combienième depuis la phase 1? 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le 8e depuis la phase 1. Mais voilà. Regardez mes commentaires sur l'aspect quantité. Ouais. Bon, je te laisserai parler de ça après. Et pour finir, voilà, évidemment, moi, le mariage de Zin et Lula, Zin et Lula, c'est 2 personnages que j'ai adorés dès leur première apparition dans le tome 1 de la phase 1, quoi. Ça fait 4 ans qu'on les suit, qu'on voit leur relation évoluer.
qu'on les voit interagir entre elles et tout. Et là, c'est un vrai numéro célébration en fin de tome, là, le Wedding Spectacular, justement. Et avec ce que j'ai beaucoup aimé le concept aussi, plein de dessinateurs différents qui sont tous liés, on en parlera un peu plus tard, à la Haute République des Aventures, de plus ou moins loin. Et précédemment, même des Star Wars Adventures qui étaient avant. Donc, j'ai trouvé ça super cool. Moi, ça me rappelle dans les comics, les grands événements mariage. Je sais pas, si tu dis comics aussi, Philippe, je sais pas, Peter Parker, Mary Jane, Batman. Ouais, Jean Grey et Phoenix. Jean voilà, Grey, pardon. Et, Jean Grey, Cyclope. Cyclope, voilà. Ouais, voilà, Superman, Lois. Et dans Star Wars, on a eu, en roman, par contre, on a eu Anne et Leia. Il y avait Luke et Mara en comics dans l'excellent comics Legends of Union. Et voilà, donc moi, j'aime bien ce genre d'événement, mariage comme ça, même si on verra, c'est un peu expédié sur la fin, le coup du mariage. Mais toute la préparation avant, c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé. Au final, c'est un tome qui m'a convaincu, comme d'habitude. Donc voilà, un gros oui. Ton côté, Philippe? Alors, moi, Francis, je vais peut-être te décevoir, mais enfin, j'ai une grosse tendresse particulière pour les personnages des Adventures, et puis il ramène Ram Jomaran que j'adore, en fait, pareil, même raison que Jean. Moi, j'ai beaucoup aimé les romans jeunesse, et d'ailleurs, je me rappelle quand on les avait critiqués avec Jean, je disais souvent que les romans jeunesse, parfois, ils amenaient des thèmes qui étaient plus adultes que les romans adultes, en fait. Et voilà, bon, moi, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup Ram. J'aime beaucoup Gavi aussi. Je trouve que le duo fonctionne très très bien en fait entre eux. C'est une bonne idée de les avoir ramenés. Effectivement, hein, c'est lié, comme disait Jean, à Race to Crash Point Tower et puis Escape from Valo. Enfin, je sais plus comment c'est, l'échappée de Valo, non, comment c'est traduit en français. C'est Sauvetage. Oui, pardon, Sauvetage sur Valo, ouais, pardon. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre action et émotion, avec un ton effectivement qui est enfantin, mais il y a quand même quelques passages quand même assez adultes. Hein. Il y a des morts et tout, hein, donc on n'est pas non plus dans un truc qui est 100% pour les enfants. Je trouve que l'équilibre se trouve bien avec notamment le nom du Jedi. Je trouve qu'il est imprononçable. Farzala, c'est ça, Tarabal. Farzala. Ouais, Farzala, ouais, qui apporte un peu plus de touche adulte. Voilà, pareil que Jean également. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, il n'est pas dessiné comme ça. Hein, Ouais, non, effectivement, on a une nouvelle interprétation de tous les personnages. Ouais, c'est ça. Moi, pareil, j'aime beaucoup Lula et Zine. C'est deux personnages que j'aime bien. Et effectivement, je trouve que la conclusion est sympa, même si j'ai moins accroché au Wedding Spectacular, parce que c'est c'est moins ma came, en fait, ce qui est raconté dans ce numéro spécial. Mais ça fait un petit moment de respiration, en fait, on va dire, et de joie avant la fin de la phase 3. J'ai bien aimé. Techniquement, je trouve que, par contre, graphiquement, c'est très inégal, en fait. Et alors moi je suis un peu comme toi Francis, les dessinateurs qui s'enchaînent en fait, même s'il y a des hommages ou si on veut faire on veut lier les dessinateurs entre eux, ce que tu avais l'air de dire Jean, moi c'est pas mon truc en fait, de changer carrément en fait de page en page en fait de style en fait graphique. Ouais. J'ai beaucoup de mal et disons que le numéro est vraiment un numéro anniversaire, enfin un numéro célébration quoi, donc c'est plus pour ça. Ouais, c'est expliqué au début là, du numéro. Ouais. Et pour finir sur le rapport qualité-prix, si on parle de contenu, effectivement, je trouve que ça se lit très très vite pour le prix. Alors moi, je l'ai acheté en Kindle, je l'ai payé beaucoup moins cher. Je crois que c'est une dizaine de dollars en fait, si je veux pas dire de bêtises. Hein, je crois que c'est ce que j'ai regardé. Je trouve que ça les vaut. Par contre, je crois que tu as mentionné 33 dollars sur la version physique et peut-être qu'effectivement, voilà, tu l'as dit, Jean, il y a beaucoup moins de bulles, il y a beaucoup moins. Enfin, ça se lit extrêmement vite en fait, et c'est un bon point pour les enfants. Par contre, ça reste cher, 33 dollars quand même pour le contenu qui est à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais j'ai mentionné un rythme un peu inégal aussi que j'avais relevé en fait en fonction des arcs. Je trouve que le numéro 12, là, celui qui est entre les deux, il est un peu creux, mais peut-être qu'on va en parler après. Voilà, je sais pas, quand on va critiquer les différents thèmes. Donc, j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa. Puis j'adore Ram, donc voilà, je suis content quand il revient. Mais il y a quand même quelques critiques, effectivement, à formuler. Excellent, je vais essayer de ne pas répéter ce que vous avez dit. Puis dans certains cas, vous avez apporté des bons points. Je vais peut-être revoir ma note très légèrement à la hausse. Mais certaines choses que vous avez dit, par exemple, Jean disait telle chose j'ai adoré. Bon, ben, moi je disais la même chose, mais j'ai détesté. Non. Mais écoute, allons-y. Niveau histoire, bon, évidemment, c'est ça comme je l'expliquais, c'est un petit arc de 3.
Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Philippe. Moi, bref. Jomaram. Ça fait partie des points positifs de Daniel Roseholder. Donc, si par exemple, sur 100, on lui donnait 20%, ben, il est dans le 20% là, du positif. Même chose avec Vernestra Rowe. Donc, je suis d'accord que ses meilleures œuvres, pour moi, c'est les plus jeunesses, là, les petites bibliothèques vertes. Avec peut-être aussi celle de personnages qu'on revoit ici, d'ailleurs, les 2 enquêteurs. Là. Donc, c'était la série, mais du côté de chez Marvel, La Piste des Ombres. Par contre, c'est ça, autant j'aime Ram, autant je ne comprends pas qu'est-ce que cet arc-là vient foutre dans la série dans son ensemble. Parce que la série dans son ensemble est sur les autres personnages qui sont déjà sur Eriadu ou bref, beaucoup sur Lola, bref. Lula et Zine. Et là, on a un petit insert de 3. Donc, ce qui n'est pas, mettons qu'on était sur une série ongoing, sur du Star Wars, ou ce genre d'affaires-là, OK. Mais déjà, cette série-là, c'est ça, je l'ai dit dans d'autres émissions, puis je l'ai dit en privé quelques fois à Jean, mais elle a même été prolongée. Elle était prévue pour être plus courte que ça, puis elle a été prolongée. Et là, prolongée pour mettre cet arc-là, qui est... je suis d'accord, par contre, quand vous dites, il a enfin compris que les enfants, c'est un comics qu'ils veulent lire, pas un dictionnaire, mais oui, effectivement, celle-là, c'est un arc d'action. C'est tellement un arc d'action qu'à mon avis, il faut presque avoir pris un Ritalin pour suivre, là, ou tu sais, pour pas... C'est vraiment, là, ça tire dans tous les sens, c'est on va dire la pagaille un peu. Mais tu sais, les enfants excités, etc., vont aimer ça. Sinon, le petit personnage de Gavi, moi, je l'aimais bien. L'histoire des skulls rouges, là, des Scarlet Skull, les crânes rouges, ben, effectivement, ça connecte bien avec les autres œuvres. Avec, entre autres, le petit roman qu'on montrait tout à l'heure de Sauvetage sur Valo. Après, encore une fois, je doute que, on est quand même peu de gens, à mon avis, à avoir tout lu. Là, fait que c'est quand même très positif. Là, on ne va pas reprocher de connecter les ficelles, là, mais bon. Puis c'est sur un petit personnage sympathique là, qui se déguise en Aïl, mais qui évidemment se fait démasquer puis tout ça. Et bon, on est de retour sur Valo, donc une planète que je pense beaucoup de gens ont quand même appréciée dans la phase 1. Donc c'est là que se déroulait l'Orage Gronde puis le premier roman jeunesse là, de Daniel Roseholder. Je me souviens plus le titre, La Tour des Trompe-la-Mort, je pense. C'est ça, Trompe-la-Mort, ouais. Trompe-la-Mort, ouais. Trompe-la-Mort. Fait que c'est ça. Ah, ça, c'est ce que je pouvais dire de poser. Puis, tu sais, sur le Wedding Spectacular, encore une fois, ben, c'est ça. Les one-shots en partant, j'ai toujours eu un peu de misère avec le concept. Là, en plus, c'est une espèce de. C'est ça. Ils ont décrit ça comme un événement. Tu sais, c'est pas je pense pas que c'est un anniversaire de quoi que ce soit. Là. C'est un événement. Et là, on dirait qu'ils ont dit OK, qui est en télétravail aujourd'hui? Qui est en présence dans le bureau? Là? OK, on va vous donner chacun 2 pages à dessiner. Non. Tous les dessinateurs ont participé à la. C'est l'impression que j'ai eue aussi. Non, mais il y a 8 dessinateurs. Il y a 8 dessinateurs pour quoi? 25 pages peut-être. Donc, dont Tolibao, dont Bruno. Fait que bref, le concept de ce numéro-là, pour moi, ça raconte absolument rien. Comme souvent les one-shots ou les annuals, tout ça, ou les Free Comic Book Day, c'est du parfaitement dispensable ou ce qui fait un peu partie du concept, là, dans le sens que le principe, c'est que si te manque ce numéro-là, c'est pas si dramatique. Mais c'est ça, ça fait en sorte, ça fait pas une grosse addition très positive à l'album de mon point de vue. Et là, ben, j'ai abordé un petit peu le graphisme pour parler des 8 dessinateurs. Et il y en a des très beaux. Je précise, dans les 8, il y a du très beau, là. Mais c'est le dessinateur principal de l'arc de 3 numéros. Je peux pas dire que j'ai tant aimé. Puis tu sais, Jean, tu disais que tu l'avais préféré à Tony Bruno. Là. Ouais, j'ai vraiment du mal avec son style à Bruno. Moi, c'est l'inverse. Dans un sens, j'étais content que ce soit pas Hervé Tolibao, parce que tu sais que je déteste son style. Mais j'ai trouvé que c'était un peu brouillon, inégal un petit peu. Là. Philippe a mentionné inégal. Tu sais, tu reproches des fois aussi, Jean, les fonds vides. Là. Ah oui, les arrière-plans vides. Ouais. Il y en a là. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'était pas atroce non plus. C'était pas Georges Gentil. Pour avoir regardé des comics de lui, là, de la série Ahsoka hier, là, je vous dis, c'est pas aussi pire que. Mais
C'est ça. Ouais. J'ai trouvé que c'était brouillon un peu. Puis comme Philippe disait, c'est une version des personnages quand même, dans certains cas, un peu différente. Là, entre autres, le Lula, là, qui est avec Zine, c'est un tout autre design de morphologie. Mais écoute, c'est ça. Chaque dessinateur a son style, là, mais c'est ça. Fait que pour moi, il y a très peu de positifs à tirer de cet album-là. À mon avis, c'est comme un méga one-shot qui a un hors-série, comme on pourrait dire. Mettons que vous aimez cette série-là, je pense que vous pouvez vous passer de ce numéro 3 là très facilement. Non. Justement, à part un mariage, comment dire, catastrophique, là, ou dans le sens que ça devient une grosse bataille, là, plus qu'un mariage. Et qu'est-ce que ça apporte le mariage aux épisodes suivants? Ben, ça, on en parlera dans les prochains albums, mais pour moi, ça apporte rien. Donc, voilà. Ça fait le tour. On va se garder un petit peu de place pour les spoilers. Attends, moi je vais rebondir sur ce que tu dis. Attends. Pas partir sans combattre. Non, mais c'est juste que t'as jamais eu d'affect sur ces personnages dès le départ, donc effectivement, qu'ils se marient ou pas, t'en as un peu rien à foutre, quoi. Donc, pour des gens qui ont beaucoup apprécié l'évolution de ces personnages durant toute la série, c'est un point d'orgue quand même, tu vois. Ils en parlent depuis un moment, ils préparent le truc. Là, il faut qu'ils se dépêchent de le faire parce qu'il y a la bataille qui arrive. Je sais pas, moi ça m'a titillé quand même, tu vois. J'ai eu un peu d'émotion. Et bien, par contre, je suis d'accord avec Jean, même si. Non, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Sur la phase 3, même Tolibao, qu'on aime bien à la base, la phase 3, il était beaucoup moins consistant que la phase 1, où c'était vraiment des planches magnifiques. Là, effectivement, lui, comme les autres, niveau fond, j'ai noté la même chose, fond de cases, fond de planches, parfois ça pêche par un peu de vide ou carrément rien. Par contre, c'est vraiment très très vide. Donc, ouais, mais ça, c'est depuis le tome 1 de la phase 3, j'ai l'impression. Ils n'ont peut-être pas assez de temps. Je sais pas. Mais comme j'ai dit dans les 8, tu sais, l'espèce de concept là, d'avoir 8 dessinateurs pour une vingtaine de pages, il y a du très beau. Donc, quand on voit ça, on se dit, ah tiens, ça aurait été bien d'avoir celui-là pour toute la série au complet. Ou pour une autre série que Dark Horse développera. Là. Mais voilà. C'est dommage. Mais écoute, ça nous donne un aperçu peut-être de l'écurie qu'ils ont chez Dark Horse. Ouais. C'était obligé. Hein. Quand tu vois un numéro avec 8 dessinateurs, quand on connaît Francis, tu te dis, là, ça va pas évidemment, des fois, j'essaie de... Tu sais, par exemple, c'est ça, on critique quelque chose de jeunesse, ben je ne vais pas reprocher que le ton est jeunesse. Je veux dire, ça fait partie de... Bon. Là, le concept, c'était d'avoir 8 dessinateurs pour un truc anniversaire. Fait que je me suis dit, bon, est-ce qu'on met ça dans l'aspect critique? Mais d'un autre côté, tu sais, quand une idée est une idée de marde ou de merde, comme vous diriez, ben... Ça a beau être ça le concept initial, si c'était un concept de marde, tu peux pas le mentionner. Là. Je m'excuse, là, mais quel était l'intérêt de, tu sais, mettons voyons, je cherche les red, white, red, voyons, black, white and red, là, qui sont chez Marvel. Là aussi, c'est un concept très graphique. Honnêtement, l'histoire, la plupart du temps, on s'en contrefou. Mais c'est au moins à coup de tout un numéro. Tout un numéro, c'est un auteur et dessinateur, puis là, le numéro suivant. Alors que là, c'est dans le même numéro. Comment, là, 8 mais justement, Francis, c'est méta. C'est un mariage spectaculaire de dessinateurs aussi. Avec plusieurs... un gros bordel. Exactement. Attends. À une double page, on la montrera peut-être, là. On va partir bientôt à spoilers, mais... C'est du Tolibao typique, c'est Où est Charlie? Là. Voilà. Elle n'est pas très belle en plus. On va. Non, mais bon, on va. Ouais, la dernière page du tome du numéro, c'est ça. Mais c'est Tolibao qui a commencé la série. Là, c'est lui qui finit le mariage. Je trouve ça logique, quoi. Qui commence et qui finit le numéro. Moi, je trouve ça logique. Et tous les dessinateurs, alors on va les nommer quand même vite fait. Andy Duggan. Lui qui a fait un peu de Hyperspace Stories, tu vois. Et, on le verra dans le Young Jedi Adventure en comics en fin d'année. Il a fait l'annual de la Haute République des Aventures en 2025, donc très jeunesse. Autre dessinateur de l'annual, c'était Nick Brokenshire, qui était aussi dans les Star Wars Adventures de IDW déjà. Il y a Jim Mai-Young, qui a fait des variantes cover sur les aventures. Pareil pour Megan Huang, qui a fait des variantes cover, parfois coloristes de la série des aventures. Et pour finir, il y a Esa Romboli, qui avait fait les intérieurs de 2 numéros des aventures. Donc tu vois, c'est des dessinateurs vraiment liés aux aventures, qui ont participé
au développement de ces personnages-là, à l'illustration de ces personnages-là, en tout cas, qui, là, avaient envie de donner leur petite patte pour le mariage, quoi. C'est tout, je pense. Sinon, point positif que je n'ai pas mentionné, il y avait des belles variantes de couverture. Mais bon, ça reste Ah à ouais, il y en voir. a des magnifiques. Ouais, tu vas en parler Reste à maintenant voir si ça va être dans la version physique en français, par contre. Ouais, parce que justement, on peut en parler. Tu veux parler des covers maintenant? Cover ou après Bon, on peut parler en premier lieu des vraies couvertures. Là, je ne les ai pas montrées. Donc, la 11, la 12 et la 13 des trois, c'est Tolibao, si je ne me trompe pas. Ah, Toliabo et son petit frère, Kevin, qui l'accompagne. Ouais. Ils sont pas mal, franchement. Non, et celle du Wedding Spectacular. Ouais. Elles ont beaucoup plus la jolie, gueule, celle non du wedding. Ouais, alors celle du très wedding. jolie. Alors, voilà, bon, Tolibao, bon, après, c'est un style. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, celle où il y a la petite Zabrak, là, qui pour une numéro 3, par exemple. Donc, je la trouve plutôt sympa. Ouais. Bref. Même celle qui est retenue pour le tome avec Ram en gros. Bon, bref, ça va être une question de goût. Mais pour la Wedding Spectacular, c'est. Alors, la dessinatrice, tu l'as nommée avant, c'est Chériel. Elle est canadienne. Elle est belle, celle-là. Ouais, c'est une Canadienne d'Alberta, une artiste canadienne d'Alberta, qui a aussi fait donc, des variantes cover sur des numéros de la Haute République des Aventures. Et elle a participé à des beaux livres aussi, donc The Art of Star Wars, volume 2, la Haute République, et le Woman in the Galaxy. Ils avaient fait un espèce de beau livre consacré aux femmes de Star Wars, et donc elle avait participé en tant qu'illustratrice. Et c'est Chériel elle-même, donc l'illustratrice elle-même, qui a choisi, entre guillemets, les robes de mariage des deux personnages. Donc, je trouve ça très, très cool, surtout qu'elles sont très jolies et la cover est magnifique, effectivement. La cover est belle. Mais, sinon, côté variante. Cover après. Ouais, allons-y avec la série principale, on va dire, en premier, l'arc. Donc, là aussi, j'ai beaucoup aimé les variantes. Fait que je me disais. Ils sont sympas. Ouais. Ils sont très, très cool. Et sinon, du côté du Wedding Spectacular, il y en avait deux, très jolies, surtout celle-là. Celle-là, elle est belle. Akinobuhara, c'est ça? J'ai retenu le nom, là. Ouais, en fait, très jolie. Tiens. Alors celle-là, peut-être un peu moins, mais en tout cas, les deux illustratrices étaient honorées quand elles ont dû dessiner pour le mariage de ces personnages-là. Tu l'as dit, donc c'est Priscilla Bampo pour la deuxième. Pour la première, la superbe, là, c'est donc, tu l'as dit, c'est Akinobuhara. Elle a un pseudo, c'est Five Health, c'est son pseudo qu'elle utilise pour en général, tu vois. Et elle est surtout connue pour ses illustrations de livres Star Wars au Japon. Donc, au Japon, les covers sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Par exemple, Into the Dark, Into the Light, elle a fait des covers, mais spécifiques à l'édition japonaise. Donc, c'est une autrice, mais qu'on n'a jamais, une illustratrice très présente dans Star Wars, mais qu'on n'a jamais vue. En fait, c'est drôle. Là, tu vois, j'irai voir ce qu'elle a fait parce que franchement, j'ai trouvé que le style était magnifique. Enfin, très, très beau. Donc, Five Health, c'est 5 Health, tu vois, santé, quoi. C'est son pseudo. Et sinon, je pense que j'ai oublié de le dire, mais le concept du Wedding Spectacular aussi faisait écho. Dans la phase 1, on avait eu une espèce de one-shot similaire. C'était le Galactic Bake-Off Spectacular. On en avait parlé à l'époque. Il y avait même une recette de gâteau que Jean avait testée à la maison avec sa fille. C'est ça. Qui était tout aussi du grand n'importe quoi, là, dans le sens que c'était un bordel total, une course organisée, mais une course sans aucune règle. Sur le flambeau stellaire. Mariage, c'est ça. On était dans du jeunesse. Là, Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une des dessinatrices de la liste des 8 là, qui faisait partie de la team pour ce bake-off aussi. Donc, Donc voilà, messieurs, on va passer en partie spoil, un petit avertissement très rapide. Donc voilà, on vous invite quand même à rester si c'est pas, surtout si c'est pas dans votre plan de lire. On va vous expliquer ce qui se passe dans ce roman, mais côté résumé spoiler, Jean, ça reste qu'il se passe pas tant de choses dans cet album-là. Ouais, pas vraiment. Donc dans le tome précédent déjà, on avait laissé nos héros sur Eriadu, à la limite entre la guerre, là c'était la guerre était point d'éclater entre Nihil et une espèce d'alliance Eriadu République Jedi, quoi. On commence le tome bizarrement sur Valo, pas du tout sur Eriadu, avec, tu l'avais dit, donc Gavi, le jeune padawan héros du roman jeunesse Escape from Valo, notamment, qui transmet des messages d'espoir et de résistance dans toute la zone d'occlusion via son alias du Scarlet Skull, du crâne rouge, du crâne écarlate, je ne sais pas la traduction, je ne connais pas la traduction. Il va jouer aussi le jeu des Nihil, en réceptionnant les appels Nihil et se faisant passer, tu l'as dit là aussi, pour l'un d'entre eux. Et là, il va recevoir un message du Warden qui est en route sur Valo. Donc Gavi panique un peu.
On va retrouver aussi l'autre padawan, Ran Jameran, en compagnie des pirates de Maskanata. Donc, tout le Caesar Punch, le Mun, la Drun et la Zabrak, là, dont on mentionnait plutôt Zyle, Zyle, c'est ça. voilà, qui reçoivent les transmissions de Gavi, et donc qui décident d'aller l'aider. Gavi va regrouper son unité de Scarlet Skull, et on a même le maître de Ram là, qui est sur place, la Kimpar Vasiovala. Ils organisent leur résistance quand les Nahil arriveront. Mais un peu plus tard, le Warden est déjà sur Valo. Il est arrivé plus vite que prévu, donc Gavi va vite se faire passer pour un Nahil et il va trick le Warden, tu vois, il va l'embobiner et ça va marcher. Le Warden est convaincu, malgré son jeune âge, que Gavi c'est un génial tacticien Nahil. C'était assez drôle ça aussi. Et Ram donc, va récupérer quelques alliés sur Eriadu. Malheureusement, vu la situation sur la planète au bord de la guerre, seul Farzala se joint à lui. Ils vont arriver sur Valo, aborder un vaisseau Nahil, mettre le bazar dans le vaisseau Nahil, et au même moment, les Scarlet Skull sur la planète Valo vont se battre contre les Nahil en gros. Donc ça va être un gros baston. Mais malheureusement, ça va blow la cover de Gavi. Ça va découvrir Gavi. Je ne sais pas comment on est là aussi, corrigez-moi en anglicisme. Ça grille sa couverture. Ça va griller sa couverture, exactement. C'est bien dit. Numéro suivant, on commence avec un petit flashback sur le passé de Ram, incluant encore une fois ses aventures dans le roman jeunesse, notamment Race to Crash Point Tower. C'est un petit rappel pour ce qui va venir par la suite. On revient dans le présent avec de la baston, dans les airs avec Ram et les pirates, au sol avec les Scarlet Skull. Gavi est très mal barré. Maître Kumpar. Maître Kumpar, c'est le maître de Ram, c'est pas le maître de Gavi, mais là il est avec Gavi en ce moment. Et en ce moment, il est en mauvaise posture, il est pris en otage par le Warden et menace de l'exécuter si Gavi ne transmet pas un message spécifique des Nahil qui doit dire aux résistants de se rendre, que les Nahil arrivent en paix, voilà, en gros c'est ça. Et au final, les résistants, les Scarlet Skull, tout ça, tous vont perdre et se faire tous capturer par les Nahil. Et Ram va devoir, avec les pirates, se rendre sur Crash Point Tower, donc il revient sur Crash Point Tower pour transmettre un nouveau message, ce qui va redonner l'espoir à la résistance. Puis Ram va carrément exploser Crash Point Tower pour éviter que les Nahil ne retransmettent à nouveau. Et le dernier numéro de Start, là, on va dire, 13, ouais, qui commence du point de vue de Zyle Kim, donc la pirate Zabrak, et qui pilote donc ce vaisseau-là. Elle va faire atterrir la team sur Valo pour se joindre au combat. Sa mère va se pointer et lui donner un coup de main avec l'aide des anciens pirates, l'ancienne team de sa grand-mère Tanaka Kim. Donc là, il y a toute l'équipe de la phase 2. Là, c'est pour ça un petit clin d'œil pour ceux qui ont lu la phase 2, la Haute République d'Aventure. Donc on a déjà, comment ça s'appelle, Sav Malagan, Dexter Jetster et puis Maskanata, évidemment. Ouais. Donc c'est chou. Le futur ami d'Obi-Wan. La Valox et tout ça, non? Il n'y a pas un... La Valox, il y a la Valox aussi. Ouais, la Valox, ouais. Le Rug. Ouais. Moi, c'est celui qui est le genre de homard, là. Moi, il me fait toujours penser à Futurama. Là. C'est Docteur, je ne sais plus quoi dans Futurama. Là. Ouais. Zoidberg. Zoidberg, ça. Et donc, pendant que le Warden va perdre un temps fou à expliquer ses ordres à ses hommes, le groupe de héros va sauver le peuple pris en otage. Donc, ils vont aussi sauver Gavi, Maître Kumpar, tout est bien qui finit bien. Tous nos héros vont réussir à échapper en vaisseau et à se rendre sur Eriadu. Les Nahil et le Warden, quant à eux, vont se faire acculer par les résistants et les Scarlet Skull. Mais le Warden va quand même réussir à s'échapper et se rendre également sur Eriadu. Voilà comment ça termine. Excellent, merci Jean. Est-ce qu'il y a des aspects que vous reteniez là, de discuter pour pas dévoiler des spoilers ou est-ce qu'on attaque tout de suite le mariage spectaculaire? Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'effectivement, avec le fait d'avoir toutes ces connexions avec la Crash Point Tower, donc, ça et les personnages, hein, on voit le droïde que d'ailleurs Ram va chevaucher exactement comme ce qu'il fait dans le roman. Non, sur la couverture du roman d'ailleurs, les petites chauves-souris, enfin, on retrouve vraiment toute cette ambiance Crash Point Tower, donc ça c'est plutôt cool. Le seul point peut-être pour effectivement, je trouve que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, il peut y avoir une dépendance en fait à la connaissance de l'univers, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas vu ça, toi t'étais un peu trash Francis en disant on peut se dispenser carrément du tome, mais c'est vrai que comme c'est un pont finalement entre deux arcs, j'imagine, ou entre deux moments clés qui vont se passer après. Si t'as pas lu effectivement les romans jeunesse et que Ram c'est pas non plus ta cam, voilà, tu peux être un peu perdu malgré les rappels qui sont faits effectivement, mais voilà.
Ouais, puis ça vient faire une espèce de pause dans justement la bataille des Riadou. Parce que comme tu disais, Jean, on finissait l'album précédent, essentiellement c'était la bataille qui commençait, là, si on peut dire. Comme tu disais, l'alliance avec les Tarkin locaux, tout ça. Et après ça, on va y retourner. Mais tu sais, au travers de ça, il a organisé, bon là, on va en parler, mais il a organisé le mariage, tout ça. Et je sais pas, moi, ça fait partie quand on a critiqué le roman final, là, puis même chose, celui d'avant de Claudia Gray. Je sais pas, à cause de cette série-là de comics, la bataille des Riadou, j'avais l'impression que ça durait 3 ans. C'était vraiment, ça s'était étiré sur des mois et des mois. Alors qu'elle est pillée. C'est ça, là, où est-ce que dans le roman, c'est expéditif quand même. Là. Ce qui est correct, là, c'est une bataille qui peut durer très très longtemps, mais c'est ça, c'est juste que là, en plus, ça vient insérer une pause supplémentaire qui, en termes de, là, c'est pas grave en album, vous l'avez, c'est comme binge-watcher une série, vous avez tout au complet, mais quand ça sort à coup de 1 numéro par 3 semaines, 1 mois, je peux vous dire que ça s'est étiré, là, la bataille de Riadou, ça s'est étiré. T'es jamais content, Francis. Hein. Quand il y a la bataille de Jakku, il n'y a pas de bataille. Et là, il y a une bataille des Riadou. Elle est trop longue, quoi, franchement. Non, mais c'est quand tu arrives à la fin de la bataille, tu te souviens même plus comment ça a commencé. Bon, certains vont me dire que plusieurs guerres, c'est comme ça aussi, là. Dans la vraie vie. Ça, ouais. Excellent. Sinon, c'est ça. Moi, je le redis, Ram, je l'aime bien. Retourner sur Valo, tout ça, c'était un concept que j'aimais bien. La fameuse tour des Trolls la mort qu'on voit dans le flashback, qu'on voit maintenant délabré là, à l'abandon. Le concept de cette petite... ce groupe-là de jeunes qui est comme des Avengers là, anti-Nihil, là, les crânes rouges. C'est ça, tout ça c'était bien, mais j'ai l'impression que si j'avais pas lu le petit roman en question, là, le sauvetage sur Valo, j'aurais été quand même très, très, très perdu. Là. Mais bon, il y a des explications quand même, là, mais bon, c'est ça. C'est très, très rattaché au roman. Ouais, c'est ça qui est cool. Et là on voit aussi, il y a énormément de trucs qu'on voit pour la première fois en visuel, quoi. C'est des trucs qu'on voyait en roman. Il y a l'espèce de vaisseau, là, en tout début, le Green Devourer, là, avec l'espèce de mâchoire, là, de Mosasaur, là, qui entoure le vaisseau, qui n'a aucun sens. Ça, c'était un vaisseau qu'on avait dans le roman. Ça, là, tu te dis, il me semble rentrer dans l'atmosphère, là, comment ça va résister. Ouais, voilà, le concept était cool, et là, on le voit pour la première fois, la Crash Point Tower, là, pour la première fois. Je trouve que le niveau humour aussi est très, très bien dosé. Il y a une page où on voit... c'est quoi? C'est le Warden. Voilà, déjà, avec le Warden qui discute tranquillement avec Gavi, qui se doute de rien. Ça, je trouve ça très très drôle, tu vois, en mode sérieux. Et pareil avec c'est Zalkim avec sa mère, tu vois, quand sa mère arrive, évidemment, petite engueulade entre mère et fille. Et tu as une espèce de. Voilà, ça va transitionner avec le découpage, mais il y a une page où c'est la même position de la mère et la fille qui se font face à face, et derrière, tu as Farzala qui fait quelque chose, qui a envie qu'on vienne l'aider ou je sais plus trop quoi, et les deux sont tellement absorbés dans la conversation que en fait ils calculent pas du tout que le gars, c'était des petites scénettes comme ça très plus comiques que d'habitude, tu vois. Pour un temps de guerre, c'est quand même chaud. Je trouve que Gavi est très bien, hein, même si j'aime pas le style de dessin. Je trouve qu'en fait les expressions qu'il prend quand il parle, il se donne de l'importance, mais c'est exagéré dans le dessin. Tu sais, on le voit, il bombe le torse comme ça et il marche. Avec, c'est bien fait, c'est pas mal fait. Ouais. Il veut avoir la tough, vu qu'il fait les méchants. Il se fait passer. L'humour est bien dosé, effectivement. Ouais. Je rejoins Jean. Bien aimé. Et le dessin, je voulais vous demander, du coup, vous étiez moins convaincu par Caio Felipe, là, mais il y avait, pas mal, il y avait des belles choses, mais effectivement, je pense que c'est Philippe. C'est inégal, je trouve. Un peu. Puis il y a des belles splash pages, je sais pas, exact, c'est très coloré, très jeunesse, encore une fois. Ouais, mais justement, tu vois, par exemple, les premières planches du tome 11, je sais plus, du tome 11, en fait, je les trouve vraiment pas belles, quoi. Et après, tu vois, ça, par exemple, c'est pas ce que tu as montré là. Ouais, j'ai l'impression que le premier... quand il est en intérieur, entre autres, il est à l'intérieur de certains vaisseaux à différents moments. C'est un prétexte pour faire un fond vide, là, on fait un fond vide de la couleur des murs, mais c'est ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Être dans un couloir et que le mur est blanc derrière, là, mais... Et pour autant, quand tu vois par exemple la dernière planche où tu as justement la Crash Point Tower qui explose en fait avec Ram qui est en train de chevaucher le droïde, là, celle-là elle est très belle. Enfin, je trouve que c'est très beau, quoi. C'est inégal. Ouais. Et puis il y a pas mal de découpage dynamique aussi, tu vois. C'est pas que des cases. Bon là, c'est un mauvais exemple que je montre, mais par moment, tu as des petites cases qui viennent se popper ici et là, donc ouais.
C'est pour ça que je disais c'est pas affreux, mais je suis pas sûr de beaucoup aimer son style, entre autres pour ce qui est des visages, puis encore plus de personnages qu'on connaît déjà sur d'autres styles. On le verra sur Grievous. Ouais, ben non, mais je vais être curieux, effectivement, de voir, surtout s'ils lui ont donné le temps, parce qu'on s'attend quand même à un roman graphique de 90 pages et plus, là, donc c'est ça. J'ai hâte de voir. Mais Grievous, qu'il faudra penser, avec Tony Bruno, je préfère Tony Bruno quand même. Ouais. Tony Bruno. Et ouais, Scarlet Skull, super cool de voir. Enfin, c'est pareil, c'est un pan du lore High Republic développé juste par Holder, j'ai l'impression. Le coup de Scarlet Skull qui a créé pour Midnight Horizon, si je dis pas de bêtises, et qui est une ancienne secte centenaire qui n'existe plus, d'anciens enfants qui se coupaient la langue et qui assassinaient les gens, quoi. Et qui me faisait beaucoup penser aux enfants du maïs, parce que je sais pas, je devais être dans une vision de film des enfants du maïs, ça me fait penser à ça. C'est resté. King. Ouais, un peu Stephen King, mais ouais, quand tu racontes l'histoire de ce groupe d'enfants-là, ça fait un peu ça, quoi. Et là, donc, c'est vraiment une imagerie qui reprenne donc, nos héros rament, tout ça, pour ça, et ouais, je trouve ça sympa qu'ils relient ça, quoi. Ben, excellent. Sinon, je sais pas si... on pourrait attaquer le wedding spectaculaire. Vas-y, oui, arrête. Côté histoire, bon, essentiellement, c'est tout le monde va sur Eriadou pour un mariage. Ah non, mais Jean, je voulais le détailler. Sauf Ram. Ah, ok, vas-y, Jean. Laisse-moi détailler, c'est le mariage spectaculaire, j'ai envie d'en parler. S'il te plaît. Ouais. C'est rapide. Ça fait 2 ans qu'il attend ça. C'est ça. Plus que 2 ans qu'on a commencé cette foutue série. Ouais. À la mais je me rappelle, c'était déjà... Il n'a même pas été invité en plus. Sujet de Discord entre Francis et moi, parce que dès que ce one-shot était sorti, Francis était en mode, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici, quoi. Mais bon, c'est comics, comme c'est les mariages en comics, et on n'en a pas assez de mariages dans Star Wars, donc ça fait plaisir. Et donc là, c'est sur Eriadou. Donc malgré le contexte... on ne sera pas d'accord, Jean. Malgré le contexte tendu avec Nagui. Amplement suffisamment. Ok. Donc, le jour du mariage de Zin et Lula est enfin arrivé. Donc, il y a Gavi qui a rejoint le groupe, justement, du numéro précédent. On les a informés de l'arrivée du Warden, du gardien. Branle-bas de combat, donc il faut avertir un peu tout le monde. Donc là, c'est l'occasion pour chaque scène d'avoir une entrée de personnages qui nous ont plu ou pas, mais qui nous ont plu pour la plupart. On a déjà le maître Jedi Emeric Camphor, qu'on adore, je sais que tu l'adores aussi, Francis, oui. Ainsi que Sian Holt à ses côtés. Et cette scène est juste excellente, même si c'est Tony Bruno qui dessine. C'est génial, j'adore cette scène parce que j'adore cette relation entre Emeric et Sian. On vous montrera quelques clichés un peu après, c'est génial. Les deux détectives en passant de la fameuse série dont je parlais tout à l'heure, La Piste des Ombres. Voilà, de Holder également. Son meilleur travail pour toi, Francis, mais pour beaucoup de monde. Je pense que c'était un super comique. Ouais, essentiellement. Ensuite, ils vont avertir qui? Alors, ils vont avertir vite fait Sevran Tarkin mais pas enfin si ils y vont, mais comment dire quoi, ils y vont en arrière-scène, on va dire. Sevran qui a repris le pouvoir sur Eriadou, on le rappelle dans le tome précédent. Puis ils vont avertir qui? Alors t'as Kisma, le Chandrafan, c'est pareil, le Chandrafan qui avait aidé Emeric dans ce tome-là, de la Piste des Ombres justement. Il y a qui? Il y a le pirate, le groupe de pirates Maskanata qui arrive du coup. Donc aussi pour mariage, il y a qui d'autre qui arrive? Il y a Maître de Yaddle qui arrive en compagnie de 3 autres maîtres Jedi, là pareil. Par contre, Bucket of Blood, c'était ma déception, c'est que Bucket of Blood n'a pas pu se libérer pour venir au mariage, donc ça c'est tellement dommage. Mais il est en holo quand même. Il est en hologramme, voilà. Heureusement qu'il est là, et puis son message est vachement touchant, donc ça fait plaisir. Maître Kantam, alors c'est marrant, ça c'est le maître de Lula, l'ancien maître de Lula quand il était Jedi. Kantam Sai, qui ne pouvait pas venir au début du numéro, qui au final, surprise, est là. Donc gros twist de fou quoi à la fin du numéro, quand son maître est là, son ancien maître est là pour le mariage. Et donc voilà. Donc ça c'est vraiment un prétexte pour introduire tous les invités au mariage. En fait. Moi, c'est le type de péripétie que je recherche dans Star Wars, qu'on prend un invité qui avait annulé sa présence, qui finalement se pointe à un mariage. Ça, c'est vraiment ce que je recherche. Il est bougon. Ah non, je te taquine, continue. Mais bon, et au final, le mariage va être célébré. C'est Maskanata qui va prononcer les vœux de mariage. Elle va être interrompue, mais vite fait, on se dit, oh là là, on va interrompre le mariage. Non, c'est juste... comment ça s'appelle Sevran Tarkin, voilà, qui va arriver en mode non, je suis juste là pour bless le wedding, quoi, pour un peu bénir le wedding, parce que je fais partie de la planète Eriadou, je suis natif d'Eriadou, donc il faut quelqu'un d'Eriadou pour être là aussi, donc je suis là, il n'y a pas de souci. Puis son pote en plus avec Zin et Lula, donc ça fait plaisir. Et donc Maz prononce les vœux. Bisous,
tout le monde crie for Light and Life, c'est magnifique. Et juste après, le groupe Mais pas force la page, l'attaque pour l'attaque des dingues. Et, voilà. Et la bataille des Riadou commence officiellement à la fin du mariage. Donc voilà, parlez, je vais vous montrer tout ça. Ouais. C'est génial. Écoute, je pense sur l'histoire. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tout a été dit. Au dessin, comme on disait, il y a du très bien puis il y a du moins bien. Là, fait qu'on va te laisser nous montrer quelques. Comme on disait, 8 dessinateurs. Je peux remonter à l'écran la liste. Là. Mais, ça bug pour le mariage, j'y crois pas. Ah oui, bon, ok. Attends, ça arrive. C'est ton partage d'écran qui ne fonctionne pas? C'est le PC qui rame un peu là. Okay. C'est bon, ça arrive. Mais oui, effectivement, ça dans un sens, je l'avais pas, écoute, pour rester sur l'histoire, je l'avais pas vu sous cet angle-là, que des gens qui appréciaient leur fameuse histoire d'amour, comment dire, que je trouve ridicule depuis le début, ben c'est ça, je n'avais pas pensé au fait que des gens qui ont c'est ça, qui ont un petit enjeu émotionnel comme Jean, là, allait autant avoir les larmes aux yeux. Là, quand même pas, mais ça faisait plaisir, quoi. Donc là, on commence par Tolibao, niveau art. Après, je sais pas du tout, là, ça doit être Felipe. C'est dans l'ordre, tu crois que c'est dans l'ordre de... C'est une très bonne question. Je ne saurais pas dire, écoute, c'est comme un quiz. Mais il y en a qu'on ne connaissait pas dans le lot, donc ce ne sera pas facile. C'est ça, c'est compliqué, qui ont fait des covers ou quoi. Là, ça va être du Felipe. Là, on enchaîne avec du Bruno. Donc ça, c'est la fameuse scène, voilà, avec Sian et Maître Emmerich Kempstar. Et ben moi, en fait, moi j'aime bien ce genre. En fait. Ouais, t'aimes bien Bruno. C'est un peu épuré, mais j'aime beaucoup en fait. Bah là, dans ce petite partie-là, je t'avoue que j'aime beaucoup et j'adore leur dialogue en mode ils vont s'embrasser ou pas, ah, mais ouais, ils sont super mignons, et puis lui il est ultra gêné, c'est un Jedi machin, mais à cette époque là on rappelle, on peut avoir des romances, donc ça c'est une belle relation, je trouve, et ça violet. les Powder, tout ça, toi. D'ailleurs je sais pas si là on commence là avec eux où Sion elle se rhabille derrière, moi je pensais vraiment qu'ils sortaient d'une nuit tu vois, ouais, c'est ma première impression, effectivement. Et puis les hommes s'habillent, sont prêts généralement plus vite que les femmes là, pour aller à un mariage, par exemple. Donc, voilà. C'est ambigu, mais non, en fait, elle s'habille pour le mariage. En fait. Qui est superbe d'ailleurs, la robe par Tony Bruno. Mm-hmm. Puis on enchaîne après avec le retour de ces petits. L'espèce de chauve-souris là, qui avait aidé Camphor dans son enquête. Pareil. Ouais, ben, c'est Daniel Roseholder qui vient attacher toutes les ficelles de toutes ces créations de la Haute République. Là, pareil, je ne sais pas qui c'est qui dessine, mais le passage avec Yaddle sous la pluie, là, c'est vraiment pas mal. Quoi, avec moi, ça m'a beaucoup rappelé la couverture de Midnight Horizon de Daniel Roseholder aussi, là, qui était dans ce style. La planche du milieu, oui. Exactement. Là, le Bucket of Blood en hologramme, pareil, qui arrive. Et puis là, il y a une espèce de sous-intrigue où, effectivement, donc ils doivent entrer dans le bâtiment, et puis tu as toutes les forces des Riadou qui leur empêchent, tu as les pirates qui commencent à batailler. Ça, c'est pas ouf, ça, par contre. Non, ouais, ça c'était moyen. Ouais. Et voilà, donc là, c'est le fameux Charlie de Francis. Ouais, c'est plutôt la page d'après, non, où il y a marqué For Light and Life à la fin. Là. Et d'ailleurs, petit caméo, est-ce que vous l'avez remarqué? Voilà, alors là, voilà, le petit bisou, c'est la page du bisou, du mariage. Est-ce que vous l'avez remarqué, où est Charlie total? Il y a là, ceux qui ont l'image sur YouTube, vous pouvez voir, j'entoure la souris, c'est Daniel Roseholder qui est dans l'audience, qui assiste au mariage. Non, j'aurais pas su le retrouver, mais j'ai pas trouvé Charlie non plus, ni son chien, ni le vieux monsieur, puis l'os. Mais allez, Francis, j'ai passé à 2 secondes. C'est quand même, je trouve ça, c'est con, mais je trouve ça, tu vois, je suis pas fan de Holder, hein, on va pas mentir, mais c'est quand même sympa pour cet événement-là de le voir dessiner. Enfin, je sais pas, je trouve ça sympathique, tu vois, de le voir là. Ben, oui, ça fait déjà plus de sens que l'autre espèce de splash page en bataille. Là. Ouais. Bon, après, il est plus, dans la baston, il est plus là. Daniel Roseholder, et ça finit, voilà, un peu comme ça. Bref. Non, c'était pas plus que ça. Non, moi, leur concept, le problème était le concept. C'est pas l'exécution, c'est le concept de mettre 8 dessinateurs pour 20 pages. Donc, c'est ça. Je suis désolé. Je comprends que c'était ça l'idée, mais c'est ça, c'était une mauvaise idée. Donc, je ne vais pas vous donner une bonne note parce que vous avez bien exécuté une mauvaise idée. Là, Oh. Ok.
Donc, voilà. Sinon, est-ce que vous aviez des choses à ajouter ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu voulais montrer rapidement, Jean? Oui, en fait, c'est juste une trivia, quoi, une espèce d'easter egg ou quoi. J'arrive pas à retrouver la page. Il y a la scène où Yaddle arrive. Il y a 3 Jedi qui l'accompagnent. Et c'est des Jedi qu'on a souvent vus dans la série Les Aventures, plus en arrière-plan, jamais trop sur le devant de la scène. C'est Master Shko et Mook, qui est une Tolotienne, Adi Sunzi, qui est une Merialen, et Tani Briwill, qui est la Togruta. Et donc, c'est rigolo parce que Tani Briwill, c'est une autre tuckerisation. Je t'avais expliqué, c'est la tuckerisation de Alyssa Wong en Crash, en Alyssa Hongrois, qui avait fait. Donc, c'est une espèce d'effet de style que les auteurs font de temps en temps, que Timothy Zahn fait aussi de temps en temps, de prendre des noms réels qui transforment pour créer des noms fictifs. Et là, il a fait le même, Holder, il a refait, qu'il a déjà fait pour Crash, pour ce Jedi qui est complètement. Un 3e, 4e rôle dans l'histoire. C'est vraiment un Jedi en arrière-scène qui s'appelle Briwill. Et Briwill, c'est Brittany Williams et c'est la femme de Daniel Rose Holder. Voilà. C'est page 90, Jean. Je ne sais pas si on a le même nombre de pages, mais. Vas-y, on va essayer de montrer ça. Donc moi, je trouve ça rigolo. Je me dis, Holder, il te fait plaisir. Il aime plus ça. Non, ça ne donnera rien. Tac. Sinon, messieurs, si je vous demandais de noter, je vais donner ma note en premier, comme ça va juste aller en croissant de votre côté. Je vous félicite parce que c'était vraiment un défi ce soir que je vous lançais de me faire rehausser ma note de cet album-là que j'ai relu hier. Je vous confirme que vous avez réussi, donc chapeau. Au lieu d'être la pire à égalité avec le numéro 2 de la première saison du Mandalorian. Donc là, il va être à égalité avec le premier numéro de la saison 1 de Mandalorian et le Mace Windu de 2024. Donc là, je m'enlignais pour un 4 sur 20, je vais lui donner un 5 sur 20. Je vais dire que tu es passé de 3 à 4. Et je vais l'acheter au format physique et je vais sans doute jamais le relire. Donc, voilà. Ça, là. 33$ plus taxes de bien investi. Pour les Français, c'est 16, on a regardé, c'est 16, 17, 18 € dans ces eaux-là, quoi. 18€ sur le site de Panini, ouais. Il est est à 18€ parce que j'ai regardé effectivement hier. Je crois que Francis, on va faire les tomes suivants à 2 avec Philippe, parce que ça ne sert plus à rien que tu continues là. Si c'est pour... Mais non, en fait, j'ai pas donné ma note encore. C'est ça. Ça peut pas être pire, Philippe, franchement. Non, ça peut pas être pire. Moi, je suis sur un 12 sur 20. 12, enfin, ouais, en fait, le problème, c'est que j'ai jamais noté de comics, en fait. Donc, c'est compliqué pour moi. Mais j'aime beaucoup les persos de l'histoire. Donc, c'est compliqué de mettre 5, tu vois, pour moi. Donc, je suis plutôt, allez, on va dire 12. Ouais. Bah, écoute, on avait mis un petit... je crois que c'était 13 au tome 2, au 14 au tome 1. Donc là, au tome 3, je mets un bon 15. Ouais, 15, c'était pas mal. Ouais, franchement. Même pas 18 pour le mariage. Non, voilà, tu vois je surnote pas quand même, Francis. Non 15. Je n'étais pas là pour l'émission Ronin, là, mais on aurait pu discuter de donner la note parfaite à Ronin, mais bon. Ouais. C'est un autre débat complètement, exactement. Ouais. Mais je suis d'accord que la phase 3, les aventures, c'est quand même moins passionnant que ses débuts, quoi. C'était une série qui avait du potentiel au début et qui s'effrite petit à petit avec le temps, quoi. Tout à fait d'accord avec On va voir comment se conclut la bataille d'Eriadou, quoi. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Là, ce qui est cool, c'est que ça commence au tome suivant. Ben, écoutez, c'est sur ces notes très étranges de mes partenaires. Je crois que ça doit être la distinction Québec-France. Il n'y a pas de cœur. C'est toujours une possibilité. Regardez, moi mon sous-titre, là, c'est le côté obscur de Star Wars en direct. Donc, il faut l'assumer. Sinon, je vais vous montrer une piste d'explication qui expliquerait pourquoi Jean aime tant cette série-là. Et en plus, ça fait référence à ton émission sur Ronin, comme je te dis, qu'à chaque fois tu disais le personnage de Kourou qui fait quelque chose. Donc voilà, j'espère qu'on va bien l'entendre à l'écran. Je vais même le partager en visuel. Je l'ai à l'audio, là, mais je vais le partager aussi parce que c'est ça. Pour les Québécois, c'est... Kourou est dur à prononcer, mais est facile à boire. Ouais. Merci pour le voilà, donc il faut avoir bu beaucoup de Kokoro Kwikwi pour apprécier la série de Daniel Rose Holder, de mon point de vue.
Donc, messieurs, mesdames, avec modération, Francis. Ce que vous en avez pensé. Moi, je suis vraiment curieux. Écoute, peut-être que c'est moi qui est complètement dans le champ. Peut-être que les gens adorent soit le style de Tolibao, ben là, il est juste sur des couvertures, puis un petit peu dans le mariage, mais tu sais, puis même chose, l'écriture de Daniel Roseholder. Parce qu'en plus, qu'on lui reproche souvent, ben, il est moins présent ici. Donc, l'histoire qu'il a écrit des romans, puis qu'il insère ça dans des bulles de comics. Parce que là, il y a moins d'écriture, en fait. Tout simplement. Oui, c'est ça, exactement. C'est beaucoup plus action-pack que d'autres albums de cette série-là. Donc, c'est ça. Venez nous dire si c'est moi le grand méchant là, si, par exemple, Panini doit continuer de publier les comics dits jeunesse là, du côté de chez Dark Horse, ce qui n'était pas le cas auparavant là, avec la série là, Aventure tout court, là, avant que ce soit la Haute République. Donc, voilà. Et comme toujours, les partages, les commentaires, venez en discuter sur Discord aussi, parce que là, évidemment, là, ce soir, on parlait de littérature, mais sur notre Discord, on va parler d'à peu près tous les sujets. Donc, venez réagir et comme je disais, n'hésitez pas à partager aussi. Je pense que, en tout cas, j'ai lu, on m'a dit récemment que c'est ça qui faisait le plus de différence sur tout ce qui est algorithme et compagnie. Donc, s'il vous plaît, partagez la bonne nouvelle, entre guillemets. Donc voilà, messieurs, Jean, Philippe, merci et désolé d'avoir gâché votre plaisir là, avec cette série de buveux de Kukuru Kuikui. On s'est bien habillé en plus pour le mariage, là. On t'a tout gâché. Ben, gars, moi, ça doit être des funérailles de mon côté. C'est ça. Et, blanc et noir, et bleu au milieu. Ouais. Ah, j'allais oublier les prochaines émissions. Oui, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient? Comme je disais, il y a Philippe qui travaille sur un projet top secret, paragouvernemental même, qu'on pourrait dire, là, mais très, très d'actualité pour les événements qui se déroulent en France depuis quelques jours. C'est ça qui a donné l'inspiration. Ouais, c'est ça. Non, même pas, on en parle depuis un moment en plus. On va parler de la dissolution du Conseil Jedi. Je plaisante. On suggérera ton émission à certains hauts gradés en France. Sinon, je sais que, je pense que tout le monde en a, dans la galaxie Star Wars, on va dire, de fans, tout le monde en a entendu parler. Donc, le deuxième tome des Guerres de Lucas. Donc, on s'en vient avec Critique et compagnie, mais je crois entrevue aussi. Hein. Donc, là, ça, c'est pas encore, à l'heure où on enregistre, c'est pas encore fait. Là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tous les détails. Côté roman, comme on vous disait, à cause du report de l'audiobook du roman de Crystal Crown, ça fait que celui-là, Crystal Crown, et The Last Order sortent à 1 semaine d'intervalle. Donc là, on va essayer au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper le retard sur The Crystal Crown. Ça devrait être la prochaine émission là, sur un roman. Et on va essayer de faire relativement rapidement aussi après pour The Last Order, là, qui, on le rappelle, va sortir en français très rapidement, là, à peine un mois plus tard. Et sinon, côté comics, je crois que le prochain, ça va être le Dark Maul. Oui. Rouge, noir et blanc, ou je sais plutôt comment faut le dire. Le blanc rouge. Ouais. Black, white and red. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas traduit chez Panini, c'est Black, white and red aussi là, sur la couverture. Pour rappel, on avait bien apprécié celui de Vador. Hein, oui. Donc, ça, c'est très sympa, celui de Vador. Ouais. Et là, en anglais, il y a celui de Boba Fett qui vient de commencer. Donc, bien hâte d'avoir votre avis sur celui-là. Ouais. C'est une sortie de novembre, hein, Dark Maul, par contre. Oui, exactement. Donc, c'est ça, peut-être un mois ou 3 semaines après là, la publication de l'émission que vous écoutez en ce moment. Donc voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je félicite et remercie encore une fois Philippe aussi d'avoir rejoint l'équipe officiellement de Star Wars en direct. Ça va nous coûter moins cher que tes honoraires de consultant externe. Je dis pas la blague. Là, ça va me coûter quelques heures de sommeil, c'est tout. Oui, c'est ça exactement. Et voilà, encore une fois, que la force soit avec vous. Bonne soirée. Oui.